Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire du réseau Reboisement Liniculture Québec, le 2RLQ. Alors, je me présente, je suis Patrick Benoît, je travaille en tant que conseiller scientifique à TELUC et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau avec mon collègue Raed El Ferjani, qui en est le coordonnateur. Donc, pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré, il va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube, vous aurez le lien du vidéo sur notre site web et comme ça, donc les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin pourront le visualiser. Alors, ce matin, nous accueillons Alain Paquette. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il est professeur à l'Université du Québec à Montréal et il travaille au département des sciences biologiques. Alain s'intéresse aux effets de la biodiversité sur l'environnement forestier et à la place des arbres en milieu urbain et périurbain. Et ses travaux portent sur la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces axes de recherche et sur les projets qui sont présentement développés par son équipe, je vous engage à consulter la page web de son laboratoire, paclab.uqam.ca, et vous en saurez un peu plus. Je voulais rajouter aussi cette information qu'Alain est titulaire de la chaire de recherche innovation sur la forêt urbaine de l'UQAM. Il est également coordinateur scientifique du programme IDENT, c'est-à-dire International Diversity Experiment Network with Trees, qui est un réseau d'études portant sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il siège au comité de direction du GFBI, qui est le Global Forest Biodiversity Initiative, qui est un groupement international de forestiers et de chercheurs du domaine. Il est membre du fondateur et administrateur de Canopée, qui est le réseau des bois de Laval, et bien sûr, il est membre du CEF, donc le Centre d'études de la forêt, et du 2RLQ, où il est responsable du thème des plantations de résilience. Alors aujourd'hui, 3 étudiants du laboratoire d'Alain vont venir nous présenter leurs travaux de recherche dans le cadre de la biodiversité, du thème de la biodiversité, de la résilience des arbres dans les écosystèmes naturels et aménagés. Donc, il s'agit de John Ugoiti Otsawa, de Johanna Andrea Martinez-Villa, qui sont présentement au doctorat et qui vont nous faire une présentation en anglais, et puis de Hugo Ouellet, qui est à la maîtrise et qui va nous faire une présentation en français. Donc, je voulais rapidement vous rappeler comment ça se passe. Alain va présenter chacun de ses étudiants et à la fin de chaque présentation, qui sera à peu près d'une durée de 12 à 15 minutes, il y aura une période d'échange avec l'étudiant et vous serez invité à poser vos questions par écrit en utilisant la fonction questions-réponses, donc Q&A, qui est en bas de l'écran Zoom, là, de la plateforme Zoom. Et ça va être Alain qui va animer cet échange. Donc, avant de laisser la parole à Alain, je vais inviter Nelson Tifo, qui est le co-directeur scientifique du 2RLQ, à nous dire quelques mots sur les missions et activités du réseau, et ceci en anglais. Donc, Nelson, tu as la parole. Oui, merci Patrick. Alors, quelques mots en anglais pour nos participants anglophones. So, hi everyone. My name is Nelson. I'm a research scientist with the Canadian Wood Fiber Centre of Natural Resources Canada. And I have the pleasure of being the co-lead of the Quebec Network for Reforestation and Intensive Silviculture with my friend and colleague Nicolas Bélanger from TELUC. So the Quebec Network for Reforestation and Intensive Silviculture is a knowledge transfer network. It contributes to the development of tree planting to increase forest cover and fiber production, as well for the development and maintenance of green infrastructures and the ecological restoration of disturbed sites. More specifically, we have 3 strategic objectives that are focused around research and development, knowledge transfer between researchers and partners, and active networking about tree planting to achieve a wide variety of services. So our network relies on the expertise and collaboration of 20 researchers from 8 universities, 2 government research centers. Our activities also include numerous research projects and partnerships with industrial stakeholders and regional users. If you want to know more, I invite you to connect with us on social media. We are on Twitter, Facebook, LinkedIn. We recently developed an English version of our website as well. So you can easily find us by searching 2, which is the number 2, RLQ in Google. We invite you to stay connected with us to learn more about our future activities, including other webinars, potential field visits if the context allows it this summer,
and as well as a conference that will be organized later this fall. So now I'm very proud to introduce my friend, Professor Alain Paquette, who is the leader of the resilience theme of our network. Alain will guide you during the next hour by presenting some of the work done in his lab. And just to mention that interactions with presenters will be done through the Q&A tool at the bottom of your screen. So thanks for connecting. And Alain, c'est à toi. Merci. Merci Nelson, merci à Nicolas et puis à tout le groupe de RLQ pour cette belle occasion de mettre en valeur mes étudiants. Donc, je vais commencer. Je pense qu'on n'en a pas discuté, mais peut-être la meilleure chose à faire, c'est que je vais présenter Jon et Johanna en français, puisqu'eux parleront en anglais. Et puis, je ferai l'inverse peut-être pour Hugo pour qu'on s'adresse à tout le monde. Donc, je comprends que vous êtes nombreux. C'est un peu intimidant pour tout le monde parce que nous, on ne vous voit pas, on se voit juste entre nous, mais je pense que vous êtes une centaine, donc c'est parfait. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le prochain conférencier qui est Jon, étudiant au doctorat dans mon labo, qui est basque, vient de la ville de Donostia que j'ai eu la chance de visiter. Vous irez, c'est magnifique. Et puis, donc, Ident, peut-être un peu plus de détails pour comprendre ce que Jon va présenter, mais Ident est un réseau d'expériences en biodiversité. On en a plusieurs dans le monde, on en a 9, on en a en Europe, on en a aux États-Unis, on en a évidemment au Canada. Le plus récent est en Afrique maintenant. Et Jon va vous présenter, donc c'est un réseau d'expériences sur la biodiversité à l'aide des arbres. Donc, des placettes de différentes compositions. On regarde comment ça affecte le fonctionnement de l'écosystème. Et dans le cas de Jon, en fait, c'est des questions assez fondamentales qu'il va vous présenter, mais comment les relations de biodiversité évoluent dans le temps avec des résultats extrêmement intéressants. Donc, Jon, your turn. So, let me share with you the screen. So it is okay? Okay, so yes, as Alain said, I'm a PhD student in his lab, and I have been working in Ident during these last years. And today I'm gonna present you the results I got, the first results I got working in this experiment. So the title of my presentation is this one: New evidence shows a strong diversity effect on productivity during the early stages of stem development, being increasingly driven by complementarity. So, as you might know, during the last 2 centuries, global biodiversity is declining at alarming rates. The unprecedented and extended impact of human activities have increased these rates dramatically. This scenario led the ecologists to wonder whether or not this biodiversity loss might affect the functioning of ecosystems and consequently the services we obtain from them. That's why during the last 3 decades, analyzing the relationship between biodiversity and ecosystem functioning has become very relevant in the field of ecology. Since then, hundreds of studies looking into the effects of biodiversity on forest productivity have been published, all leading to the general consensus that more diversity promotes, on average, higher levels of productivity. However, important divergences have been observed among these studies on the strength of biodiversity effects, with some of them even reporting negligible or negative effects. Some recent studies have demonstrated how abiotic factors, also canopy structure or even species composition, can explain a part of this variation at spatial scales. However, much less is known about the temporal dynamics of these relationships during forest development. So here the question is, does this relationship change over time during forest development? If so, how does it? In order to answer these questions, first we need to understand which are
the mechanisms involved driving these biodiversity effects over. Before going forward, I want to remark that this study focused on the early stages of stand development, okay? So as I was saying, it is widely accepted that biodiversity effects are driven by two different mechanisms acting simultaneously: complementarity effects and selection effects. The first one, complementarity effects, is quite intuitive. It states that if we mix a species with contrasting ecological functional traits, trees can use resources more efficiently and at the same time reduce competition for these resources. These two aspects might promote higher productivity in more diverse communities. On the other hand, we have selection effects, which state that the domination of a species with specific functional traits drives communities' productivity. So now, how can these two mechanisms drive biodiversity effects over time during forest development? Well, during the first years after forest establishment, essential resources like light and nutrients are normally abundant, fulfilling trees' requirements to grow and survive. Consequently, during these first years, competitive interactions among trees for these resources are minimal. This reduces the effectiveness of complementarity effects and might increase the probability of sampling a dominant species that drive a community's productivity. However, as stands developed, trees progressively expand their crowns, which gradually intensify competition for light. This potentially might increase the influence of complementarity driving biodiversity effects, as positive biotic interactions are expected to emerge under more stressful conditions. So in this study, we tested the following hypothesis. The first one is that mixtures over-yielding increases through time along with stand development. And the second one is that complementarity effects increase over time as competition among trees intensifies, being the main driver of these overall biodiversity effects. So the study was conducted in IDEN, the biodiversity experiment with trees we told before, and where two different gradients were established: a species richness gradient, a functional diversity gradient, okay? In this experiment includes 12 monocultures of 12 native species, 14 combinations of 2 species, 10 combinations of 4 species, and 1 mixture including the 12 species. Then each plot was replicated 4 times in a randomized block design. Okay, so what we do in this kind of experiment is basically comparing the performance or productivity, in this case, of every mixtures, which are these squares in the graph, against the respective monocultures. In this way, we are able to quantify statistically the diversity net effects on productivity. So our results show non-linear dynamics of diversity net effects during the early stages of stand development, only becoming significantly positive 9 years after the experiment was established. As you can see, the increasing trend of the diversity net effect since year 6 was largely driven by gradual increases of complementarity effects as stands developed. While during the first year, year 4 and year 5 in particular, selection effects were relatively more or slightly more important, driving the biodiversity net effect, although they were negative. This overall trend of the biodiversity effects might be explained by the simple fact that it takes several years
before trees reach a certain size where they begin to compete for the limited resources. Contrasting architectural and physiological traits allow mixtures to benefit from resource needs partitioning. Indeed, our results highlight that mixtures composed of species with contrasting wood density, SLA, leaf nitrogen content, and a specific root length progressively over-yield during the early stages of stand development, while mixtures of species with similar values of these functional traits show negligible effects. All these functional traits I have just mentioned can be grouped and describe species life strategies. So for example, species with high values of these functional traits are characterized by a fast growth rate and short lifespan, while species with low values of these functional traits are characterized by a low growth rate but long lifespan. So through differences in their growth patterns during stand development, contrasting species can use different canopy positions, which reduces competition and allow to capture more light at the community level. As competition for light reduces, trees also might invest more fixed carbon towards the development of lateral branches, increasing their crown size. In this regard, vertical stratification and crown plasticity might be two mechanisms driving the complementarity effects we are observing in our study. So to finish with this presentation, this study highlights that mixture over-yield progressively over time during the early stages of stand development, which are driven by gradual increases of complementarity as competition for trees intensifies. Congruently, we also observe that mixtures with contrasting life strategies over-yield over time through needs partitioning. So thank you very much. Merci beaucoup. So if you have any question, go ahead. Just maybe a reminder that please ask questions in the language of your choice and I'll translate. Alain, je vois pas s'il y a des questions, mais moi j'en aurais une en attendant. I was wondering if you could comment maybe about the specific species that you've used and that were used to generate the results that were shown here. Okay, let me stop the. Okay, no, I think because okay, let me. Okay, can you see the screen? No. I stopped the. Yeah, you did. I'm sorry. So this is the species we have in Aiden. We have 5 broadleaf species and 7 conifers. So yeah, we have, well, I cannot, you can check. I wanted to mention each of them, but so yeah. So basically we have like monocultures of each of them, and then we have different combinations of these species according, I mean, in different levels of functional diversity and functional and species richness. Perfect, thank you. So perhaps a bit more details about ident while we wait for a question, unless somebody else has a question. Oh. Yeah, good question for you, Jan. Yeah. Or for me, we'll see. Could you please explain how the trees were positioned one from each other in the mixtures? How they were distributed? Yeah.
So the distribution of trees was the same. I mean, especially, right? So every plot, monocultures and mixtures have the same number of trees per plot. There are like 64 trees and there is 50 centimeters between them. So actually it is, I mean, the competition for light is quite intense the competitions increases quite fast during forest development or stands development. So yeah, there are like 64 trees in a 4 by 4 meters square, and there are 50 centimeters between them. Well, I think the question was, how did we do the mixtures? And basically it's random. So if there were two species in a plot, they were distributed almost randomly with conditions that we avoided patches, right? Yeah. There's a different question. There's another question that you will love. Was there differences in mortality between treatments or just changes in growth? Yeah, there were big differences in mortality too. And actually this is something that we are working on now. We are trying to see mechanistically which is the force driving these biodiversity effects through mortality or through growth rates. So yeah, but yes, I can say that there are like big differences in mortality. Yes. En fait, pour ceux qui s'intéressent, c'est le chapitre 2 de la thèse de John. Donc, ça sera la prochaine conférence si vous nous invitez à nouveau. Et je peux dire qu'en fait, jusqu'à la 4e ou 5e année, on avait la mortalité était négligeable, c'est-à-dire que sur 15 000 arbres, on parle de peut-être une centaine qui sont morts dans les 4 premières années. Depuis 2012, donc l'année 4 ou 5, en fait, on est maintenant à plus de 50% des arbres qui sont morts maintenant. Alors, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui sont morts tous par compétition, hein, essentiellement. Ce n'est pas de maladie ou etc. Donc, extrêmement intéressant. Je pense que Nelson, tu avais un commentaire ou une question? Oui, j'avais une autre question. Could you just give us an idea of the size of the trees in terms of height and maybe diameter? I think you presented results after 9 years. So what kind of size can we imagine for these plots? 11 years. This is during 11 years. And yeah, the last year, for example, we have birch trees and some large trees too, around the tallest one, I think, is 12 meters. So birch is like 10, 12. Then, of course, we have conifer species. They are more plastic. In monocultures, they are taller than when they are growing in mixtures. So yeah, for example, white pine, there are like around 6, 7, 8 meters. In monocultures, but when growing in mixtures, they are much smaller. So like this, what I was talking about, like this complementarity and crown plasticity. And diameters, there are like big differences also between 3 species. For example, large species, I will say, like, I mean, we were measuring diameters and then calculating the basal area. Basal area, right now, I don't know, but diameters, we are talking about 10 centimeters, some of them even 15, so around that. And okay, then, merci beaucoup. Sorry, and then some like trees which are not performing that well, maybe we are talking about 5 centimeters around. Excellent, merci, thanks. Do we still have time for more questions? Because I have more. C'est toi qui gères, Alain. OK. Mais pour que dans l'heure, on ait le temps de faire le tour de toutes les présentations. OK. Malheureusement, je n'ai pas vérifié à quelle heure on a commencé. Donc, il est 10h25. Je ne sais pas si à quelle heure il faut terminer la première.
on parlait de 15, je ne sais plus combien de temps, on parlait de 15 minutes en tout, c'est ça? Pour chaque. Donc, peut-être qu'on peut en prendre une autre ou. Moi, je pense que oui, Alain. Prends-en une dernière et puis on passe à la présentation suivante. Oui. OK. La première question passant était de Raed. Ensuite, Jacques Brisson a posé la deuxième. Salut, Jacques. Et puis, Damas Kassa, donc, is asking, Jan, did we look at root competition and species density, which can be high at early stages? No, we did root competition. We didn't look at, but yeah, I mean density. Actually, this is something that I'm working also now, like in order to explain these long-term processes. So yes, there are like differences also I can say, but this is like there are going to be the results of the next chapter. But there are like differences in this density, this relationship between density and biomass accumulation, what we call the self-thinning process. So yes, this is the next step, and yes, there is some biodiversity effect on the structure of the plot a long time. Well, we actually did look at, I mean, within IDENT, Jan is not working on roots, but we did work on roots. So a few students have completed grad studies on roots and or are working on roots right now. Signal is, as is reported elsewhere in the literature, not as clear as we anticipated. So initially in Montreal, we didn't see an effect of diversity on root distribution and biomass, but that was 2012. Now things have changed dramatically, as Jan has mentioned. So we expect that below ground, it's changed also. But as everybody who has done any work on roots know, it's not that easy. So we have to go back digging again. All right. Juste pour information, Alain, c'est pas moi qui a posé toutes ces questions. J'avais des questions, mais je voulais laisser la place aux autres. C'est peut-être parce que je suis le co-hôte de ce webinaire-là. Alors, OK, parce qu'il y a des questions qui sont à ton nom et d'autres qui sont signées par, j'imagine, la vraie personne qui les a posées, comme Jacques et Damas. Mais bon, peu importe. Je vais me contenter de lire les questions les prochaines fois. C'est bon, merci. Donc, on passerait à la prochaine présentation. Patrick, c'est ça? OK. Alors, so, John, I think you need to quit. Okay. Unless you had something to add? No, it's okay. So the next presentation will be in French. So I'll introduce him in English. Is Hugo Ouellet. Hugo is a recent graduate from the new program in environmental sciences at UQAM. It's about 4 years of age now, that new program, and has now started a master with me. So he doesn't have much results yet. He's only starting. So I think the interest in that presentation, if you find it interesting, I hope you will, is I think it's very novel in that Hugo is working with highways and their contribution to heat island effect within cities, and how can trees contribute to reduce that effect. So that's what he's working on. This is within a nice collaboration, I must say, with the city of Laval and Transport Québec, the ministry responsible for highways and transportation. Vas-y Hugo, c'est ton tour. Ok, bonjour à tous. Voilà, tout est beau. Oui. Parfait. Ben, comme Alain vient de le dire, je commence ma maîtrise et mon sujet de recherche porte sur les effets des aménagements diversifiés dans les systèmes autoroutiers pour mitiger les îlots de chaleur à Laval, principalement. Donc, pour introduire qu'est-ce qu'une îlot de chaleur, c'est pas su par tout le monde. Donc, c'est principalement une augmentation de 5 à 10 degrés
de l'air ambiant, dû à une augmentation de la surface minérale par la densification urbaine, l'urbanisation et ainsi de suite. En fait, les surfaces minérales, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réfléchir les rayons du soleil en chaleur ou capturer la chaleur des rayons du soleil pour les relâcher plus tard dans la journée ou dans la nuit. L'augmentation, l'urbanisation va aussi diminuer la végétation, ce qui va diminuer le potentiel de rafraîchissement des arbres. Je vais en parler dans la prochaine diapo. Et les activités anthropiques, que ce soit la conduite automobile dans les rues, les rejets des airs climatisés et autres, vont augmenter les effets des îlots de chaleur. Tout ça va causer des problèmes de santé chez les gens, soit qui habitent dans un milieu où il y a des îlots de chaleur ou sont en contact avec des îlots de chaleur, soit augmenter des maladies chroniques déjà présentes ou augmenter le stress dû à la chaleur. Donc, les effets des arbres, j'en ai parlé, c'est principalement dû à l'évapotranspiration qui va augmenter l'humidité par la transpiration des feuilles dans l'air ambiant et donc réduire la température de celle-ci en emmagasinant de l'énergie. Les arbres vont aussi, bien sûr, faire de l'ombre. Ça a le deux volets. Premièrement, de l'ombre pour nous, donc réduire la température, la température qu'on ressent, et aussi réduire les rayons du soleil sur les surfaces minérales, donc réduire l'impact de celles-ci sur la création des lots de chaleur, et vont retenir de l'eau pour augmenter l'humidité et faire le même principe que l'évapotranspiration. Donc, le cas de Laval et des systèmes autoroutiers. Donc, Laval, on voit qu'il y a 12% du territoire qui est couvert par des îlots de chaleur, et ce, principalement autour des réseaux autoroutiers. Donc, on peut voir les lignes rouges sur la carte de Laval, qui, ici, on juxtapose une carte des routes. On voit que c'est principalement où il y a les autoroutes qu'il y a des problèmes d'îlots de chaleur. Donc, Alain en a brièvement parlé dans mon introduction, mais la problématique des systèmes autoroutiers, c'est qu'il y a peu d'aménagement qui est fait sur les bretelles autoroutes ou en bordure des autoroutes, donc une lacune pour la lutte pour les îlots de chaleur. Le problème des aménagements, c'est qu'il y a une pauvre diversité, que ce soit en espèces ou en structure. Quand je parle de structure soit horizontale, donc la largeur d'un aménagement, comment est disposé les espèces dans l'aménagement, ou une structure verticale, donc plusieurs étages de canopée, que ce soit de l'arbuste jusqu'à l'arbre mature, et ainsi de suite. Donc, il y a une grande lacune en littérature. Il y a très peu de littérature qui parle de cette problématique d'îlots de chaleur sur les systèmes autoroutiers, ce qui amène à une mauvaise orientation des objectifs d'aménagement par les instances gouvernementales qui vont prioriser des objectifs plutôt en termes de nombre d'arbres plantés et non en termes d'objectifs de diminution de température, par exemple, ou diminution de pourcentage de problèmes de santé, et ainsi de suite. Donc, comme on peut voir avec le gouvernement du Canada, qui promet 2 milliards d'arbres plantés, mais comment, où et pour quelles raisons, c'est une diminution de température, c'est à voir. Donc, c'est en ce sens que mon projet prend tout sa place. On va essayer de chercher à trouver quelles caractéristiques d'un aménagement offrent une meilleure diminution des îlots de chaleur urbains, et ce, principalement sur les systèmes autoroutiers. Donc, on va étudier la variation des températures ambiantes et de surface autour des aménagements, selon les différentes caractéristiques, comme j'ai dit. Ces caractéristiques vont être la taille, l'âge, les caractéristiques physiologiques de l'arbre, des aménagements, structure verticale et horizontale, composition en espèces, et positionnement sur les bretelles de ces 10 aménagements. Tous ces résultats-là, on va les récupérer, on va modéliser les variations de température pour essayer d'en retirer, trouver le potentiel de diminution de température que certains types d'aménagements, selon les caractéristiques que j'ai nommées ci haut, pour en fait servir d'outils pour les villes, pour mieux aménager les bretelles d'autoroute afin de réduire cette problématique d'îlots de chaleur. Donc, notre partie résultats préliminaires qu'on a eu, on a fait certains échantillonnages cet été. On a
fait 2 différentes études, soit la variation de la température selon la distance avec les aménagements déjà présents, et on a plutôt étudié de façon générale le patron des variations de température sur l'ensemble des bretelles pour avoir une meilleure idée de comment varie la température, la dynamique de la température sur les bretelles autoroutes. Comment on a fait ça? On a placé des sondes de température obo-pendant dans des boucliers réflecteurs pour, comme j'ai dit, obtenir uniquement la température ambiante et non la température qui est influencée par les rayons du soleil. On a fait des prises de données périodiques sur les bretelles d'autoroute. Dans notre cas, c'est aux 30 minutes qu'on a fait ça cet été. Et on a fait ça durant d'une période d'une semaine à plusieurs mois, selon ce qu'on cherchait à trouver et selon l'étude qu'on faisait de la variation de température. Donc, premièrement, l'étude de température selon la distance, en fait, elle a le but d'établir le potentiel en termes de rafraîchissement d'un aménagement. On a fait ça sur le site à l'intersection de P9 et l'autoroute 440. Mais en fait, c'est principalement dû à la disposition du boisé qu'on a fait cette étude présente. Donc, très rectiligne, qui permettait une disposition perpendiculaire des transects de sonde. Le boisé était principalement composé de peupliers avec des bordures de vinaigriers, épinettes et chênes en bordure d'autoroute. Donc, on a placé 3 transects selon les différentes compositions en espèces, donc comme ceci. Et on a fait de l'échantillonnage pendant une semaine des températures, et ça, prise de température aux 30 minutes. Donc, les résultats préliminaires, comme on a dit, comme j'ai dit, ont démontré qu'il y avait une augmentation de la température, de la différence de température avec le centre du boisé, plus on s'éloignait de celui-ci. Donc, en fait, on a juste fait une simple soustraction des températures selon la distance avec la température au centre pour voir quelle est l'étendue de rafraîchissement que l'aménagement peut avoir. Donc, on peut voir ici que plus on avance, comme rendu à 43 mètres, on a une augmentation de 2 degrés Celsius par rapport à la température au centre de l'aménagement. Par contre, on n'a pour l'instant vu aucune distinction claire entre les espèces qui étaient à l'étude, donc la composition en espèces, et l'orientation, soit l'orientation sur le bord de l'autoroute ou à l'opposé de l'autoroute. De plus, comme on dit, c'est préliminaire, donc nos corrélations qu'on pensait qui étaient peut-être linéaires au début sont peut-être finalement plus sous forme de plateau, donc une augmentation plus importante de la température, plus on s'éloigne de l'aménagement en commençant, et plus à partir d'une certaine distance, mais la température va peut-être être plus constante. Pour ce qui est de l'étude du patron général de la température, on a fait ça sur la bretelle adjacente, qui était en fait plus propice à ce type d'étude-là, dû à la disposition en S des boisés qui ne facilitait pas la tâche pour faire des transects pour établir pour étudier une variation de température selon la distance. Donc, rapidement, la différence entre les deux boisés ici, que le boisé de gauche était un boisé était moins dense. Il était composé de peupliers et une faible présence d'épinettes en sous-couvert. Donc, il y avait une structure en bipartie, donc les épinettes en sous-couvert et la canopée en supérieur. Et le boisé de droite était un boisé un peu plus densément peuplé et plus divers avec des peupliers, épinettes plus matures, vinaigriers, une plus grande présence d'arbustes en sous-couvert. On a placé sur cette bretelle pour obtenir le patron général, comme j'ai dit, 30 sondes sur l'ensemble de la superficie. Et on a voulu étudier c'est quoi la variation des températures selon l'évolution de la saison. Donc, on a fait ça du 15 juillet au 29 septembre. Les résultats qu'on a obtenus, de façon générale, on a fait une moyenne des températures sur tous les mois. Donc, ici, pour le mois de juillet, par exemple, toutes les températures de 6 heures, on a fait la moyenne et ainsi de suite. Donc, à 6h30, toutes les températures à tous les jours pour obtenir la carte qu'on voit ici. La variation de température était de 25,4 à 26,6. Quand on compare à notre température moyenne de référence, en fait, ça aussi, c'est à tester dans les prochaines études, à savoir quelle référence prendre pour mieux évaluer
mieux comparer l'impact des aménagements. On a pris la référence à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui était la station météorologique la plus proche de notre site d'échantillonnage. Puis on voit qu'il y a une augmentation de température entre les deux. Bref, si on regarde la tendance générale des températures, on voit que, comme je vous ai expliqué, dans le boisé de droite plus densément peuplé, il y a nettement, c'est pas significatif, on ne le sait pas encore, mais on voit que c'est beaucoup plus frais sous ce boisé que le boisé de gauche, qui est un peu plus clairsemé, je dirais. Et au centre de la bretelle, dans la surface gazonnée, on voit qu'il y a une masse d'air chaude qui s'y loge. Donc, à voir quelle est la cause de cette dynamique des températures. Maintenant, si on regarde la tendance au travers des mois, on voit que le patron, donc la dynamique de température, est semblable. Le boisé de droite reste toujours plus frais comparé au boisé de gauche. Et il y a toujours cette masse d'air chaude un peu emprisonnée dans le S au niveau de la surface gazonnée. Par contre, en septembre, on voit que la portion nord, donc la portion supérieure, passée le boisé, est plus fraîche que la portion qui est adjacente à l'autoroute. Est-ce que c'est dû au boisé? Est-ce que c'est dû à la diminution de la température générale puisqu'on est rendu en septembre? C'est à voir dans les prochaines études qu'on va faire cet été. Donc, somme toute, voilà. Donc, on a vu, je pense que je l'ai assez dit que c'était une étude qui était initiale. C'était pas encore tout à fait, on n'a pas encore tous les échantillons possibles pour avoir des résultats qui sont, disons, significatifs et clairs. Pour mon projet de maîtrise, on va faire beaucoup plus d'échantillonnage au printemps, à l'été 2021 pour avoir plus de données. Et comme Alain l'a mentionné, c'est avec une belle participation du ministère du Transport pour permettre ça et la Ville de Laval. Donc voilà, merci beaucoup. Alain, tu es sur mute. Merci Hugo. Donc allez-y et merci de m'avoir rappelé que j'étais sur mute. Et puis, allez-y pour les questions. Comme tantôt, if some people want to write their question in English, not a problem, I'll translate. Et puis, donc, on peut commencer avec une question de Nelson. Peut-être, Nelson, tu veux la dire oralement, puisque nous, on n'a pas accès au Q&A des panélistes. Effectivement. Merci pour la présentation. C'était super intéressant. En fait, peut-être deux questions. La première, à quelle hauteur est-ce que vous mesurez la température exactement et pourquoi ce choix de hauteur-là? Puis la deuxième, c'est par exemple, dans le dernier exemple que tu as montré, est-ce que les effets de corridor de vent doivent ou peuvent être pris en compte là, quand vous analysez ce genre de données-là? Merci beaucoup. Bien, pour répondre à la première question, on s'est surtout fié à la littérature la littérature en fait en ville et sur d'autres boisés. Caractérisation de la variation de température. C'est à 1,5 mètre qu'on met la sonde par rapport au sol. Et pour ce qui est de la deuxième question, oui, c'est sûr qu'il peut avoir un effet du vent. Pour l'instant, comme on dit, on n'a pas encore les données ou on n'a pas encore fait l'échantillonnage pour permettre de répondre à cette question. Mais dans ce cas-ci, clairement, ça pourrait être une hypothèse qui explique pourquoi ça serait plus frais à l'opposé du boisé versus de façon adjacente à l'autoroute. Puis, comme on peut le voir aussi sur les 3 mois, on peut voir qu'au-dessus du boisé de droite, c'est aussi légèrement plus frais en moyenne qu'au-dessus du boisé de gauche, qui est comme on a pu voir sur la photo que je vous ai mis. Il est un peu plus... on voit qu'on peut voir au travers du boisé, contrairement au boisé de droite qui était vraiment densément peuplé, on ne voyait pas au travers du boisé. Merci Hugo. Il y a Nicolas qui pose une question. Peut-être tu peux la dire, Nicolas, sur l'effet d'albédo. Oui, en fait, je me demandais, Hugo, si vous prévoyez mesurer l'albédo, puis si oui, par quelle méthode, puis à quelle fréquence du projet là, vous pourriez faire cette mesure-là. Merci. Pour être honnête, on n'avait pas abordé le sujet de l'albédo. On avait
plus aborder le sujet de la température de surface pour voir l'importance de la température de surface dans ces milieux-là, qui sont principalement gazonnés. Oui, ça pourrait être intéressant pour avoir l'impact en fait que peut avoir les aménagements pour faire réfléchir les rayons du soleil. Mais c'est ça, pour être honnête, on ne savait pas nécessairement, on n'a pas pensé à calculer l'albédo. Mais pour ce qui est de la température de surface, j'imagine qu'on va mesurer soit avec un pistolet de température laser et à des périodes de température plus chaudes, pas nécessairement en continu comme on l'a fait avec les températures ambiantes. Mais ça m'intéresse, Nicolas. Peut-être qu'on en parlera. Je t'avoue que je n'y ai même pas pensé. Je ne sais même pas comment on mesure l'albédo, en fait. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant qu'on pourrait faire. Écoute, Hugo, tu as plein de questions. Ils viennent toutes de Raed, mais il dit que ce n'est pas lui qui les écrit. Mais c'est des bonnes questions. Donc, peut-être que j'enchaînerai avec ça. Donc, il y a une question. On te demande, pour ton témoin, est-ce qu'on pourrait faire des mesures dans un champ agricole, dans un boisé, en fait, entouré de champs agricoles, puisqu'il y en a à Laval ou potentiellement qu'il y en aurait à Laval à distance respectable de tes sites? J'imagine que oui, bien sûr. Ça pourrait ressembler à un témoin valable. Sinon, pour l'instant, ce qu'on pensait, vu qu'on veut voir l'impact de la diminution de température des aménagements, on pensait peut-être mettre un témoin au centre des deux voies autoroutières. Comme ça, on peut voir, on doute que c'est la place où c'est la température la plus, mettons, représentative de la chaleur qui peut être présente dans un système autoroutier. Donc, pour l'instant, on pensait mettre notre référence là. Sinon, c'est encore à l'étude. Cet été, on a essayé de voir les différents impacts de où on pouvait placer les références, puis on n'avait pas encore trouvé quelque chose de significatif pour dire qu'on avait trouvé notre référence pour ces études-là. La question qui suit, c'est une question à 20 000 $, c'est-à-dire le coût annuel moyen d'un étudiant gradué, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas avoir des résultats et une conclusion? Si tout se passe bien dans 1 an et demi, mais en espérant avoir des résultats plus encourageants plus tôt que ça, donc à la fin de l'été. Mais sinon, si tout se passe bien et si mon cursus scolaire se passe à merveille, ben dans 1 an et demi, mon mémoire devrait être remis. Donc, c'est à voir. Est-ce que quelqu'un qui veut savoir, je pense que tu l'as dit quand même un peu, mais c'est quoi l'échantillonnage qui est prévu pour cet été? Oui, mais pour l'instant, là, je vous ai parlé plus précisément de 2 bretelles qui étaient, d'après moi, les 2 plus intéressantes pour l'instant. On en a fait d'autres cet été, mais en gros, ça va continuer à faire des transects pour savoir la variation de température selon la distance avec les boisés. Puis en fait, c'est qu'on va juste regarder des aménagements différents. Donc, on va essayer de trouver des bretelles autoroutes qui varient en termes de position, diversité et tout, pour essayer de voir en fait comment faire un aménagement pour que ça soit le plus efficace possible pour réduire les îlots de chaleur, cette problématique-là dans les... La prochaine question, je vais y répondre. Quelqu'un nous demande s'il y a des sites qui ont été identifiés pour des aménagements. En fait, le projet a 2 volets, comme vous l'avez vu. Donc, un financé plus directement par la Ville de Laval et un autre par le ministère des Transports. Et dans les 2 cas, oui, il y a des aménagements. Donc, il y a un volet de recherche, comme on vient de voir là. Il y a aussi un volet d'intervention dans les 2 cas, qui est aussi de la recherche, mais nécessairement à plus long terme qu'une maîtrise. Donc, Hugo a fortement participé à mettre parce qu'un gros enjeu de ces environnements-là, les autoroutes, c'est comment on plante, parce que ce sont nécessairement des environnements très difficiles, surtout en ville. Souvent, les sols sont en fait des résultats d'excavation, donc des très mauvais sols. C'est un gros enjeu. Comment on s'assure que ces arbres-là vont croître et vont survivre? Donc, avec la Ville de Laval, on a fait pas mal d'interventions. On a voulu comparer, est-ce qu'on a besoin d'investir, parce que ça peut coûter vraiment littéralement une fortune.
mais est-ce qu'on peut le faire plus simplement? Donc, ça, c'est la partie qu'on a regardée avec Laval, avec le ministère des Transports. Pardon. Le projet est vraiment intéressant parce qu'il est plus vaste. Il est aussi très intéressant parce qu'il est piloté par une excellente chercheure qui s'adonne à être la sœur de Nelson, Evelyne Tifo. Et puis, donc, avec elle, on a vraiment un projet là, sur le carbone, sur les aménagements, etc. Donc, il y a beaucoup, au Québec, beaucoup de bretelles qui vont être reboisées, dans lesquelles on va tester différentes options, différentes espèces, différents aménagements et l'impact que ça a sur les températures, mais aussi sur la séquestration de carbone. Pour les autres personnes qui m'ont posé des questions, je vais tenter pendant les minutes qui suivent peut-être de répondre par écrit. Je suis désolé, sinon on va manquer de temps. Puis peut-être si vous voulez rester, on pourra. Moi, je suis disponible pour rester par après. On pourra rester après 11 heures pour ceux qui veulent. Si vous continuez à avoir des questions, mais je proposerai d'avancer avec la prochaine présentation pour qu'on finisse pas trop tard après 11 heures. Donc, Johanna, your turn. Maybe you could share your screen while I present you. Johanna is a PhD, donc, so she's doing a doctorate just like John in my lab. She's from Colombia, from Medellin, and she's also working in the urban forest, but today she'll be presenting results from her very cherished for natural forest from home that she loves so much. So just as an introduction, perhaps, you probably know that's a question I often ask actually to people when I do a talk. So we have about 55, depending on definitions. We have in Quebec, we have about 55 tree species growing naturally in all of our forests. Johanna will be talking about forests where she has on average between 300 and 400 species per hectare, not for the whole country, just in one plot, 300 to 400 species. So quite a bit different from what we have normally here. And she measured all the functional traits from the leaves of all these different species. Go, Johanna, it's your turn. Hello, everyone. I'm going to present this. These are some results from my PhD student, and I hope this article is in preparation, so we hope that we can publish soon. The title is, The title is Functional Change Diversity in a Temporal and Space Gradient in the north of the Colombian Andean forest. So starting with the introduction, we know that Andean forest is one of the most important diversity hotspots. However, it is one of the most poorly ecosystem studies worldwide. So in tropical forests, the phenotype should reflect the optimal characteristic that maximize the growth. However, because of the lack of information that we have in Andean forest, we really don't know exactly how this changing in morphology and functional traits are changing along the elevational gradient. The theory says that if we increase in elevation, the harsh conditions also increase and the species become more conservative and the functional diversity decrease. But this is something that we have to prove in Andean forest as well. In addition to that, the majority of the studies are focusing how species and functional traits change on the space, but temporally studies are more scarce and we really don't know how the local communities can be changing in safe gradient because of climate change. So because of that, the objective of this study is to assess how is the shift on functional diversity in a spatial and temporal gradient in the north of the Andes. And we have for that two main questions. The first one is how functional diversity varies along elevational gradient. And the second one is what functional traits can be changing more, or what is the pattern of change on time in this gradient. So for that, we have information of two 1 hectare permanent plots in Colombian Andean forest.
in an elevational gradient that encompasses from 58 to almost 3,000 meters above sea level. And we try to measure functional traits as much species as possible to have a bit more than 80% of the abundance. And in each one of these plots, we measure the most important morphological functional traits that are leaf remark content, specific leaf area, leaf thickness, leaf thickness, leaf area, wood density, and leaf density. This is the total of the functional traits, but in the results, I'm going to focus in the most important relationships with functional traits and elevation, those traits that present some significant active results. In total, we have measured about 10,000 leaves. We measured 2,800 trees. And in total, we have 1,104 morpho species in the complete elevational gradient encompassing the 9 plots. So remembering the first question, how functional diversity changes along the elevational gradient? So for that, we started calculated the community weighted mean. That is the mean trait weighted by the abundance. And the information that we have with this is what is the mean phenotype for each local community. So we calculated the community weighted mean for each trait and each community. But also we calculate the variance, and what variance reflects is the space widthness. In summary, we have that if we have higher values of variance, we have also higher functional diversity. And finally, we also calculated the skewness, which reflects the asymmetry or bias of the trait distribution. And what it means is how far away is the current value of functional traits in certain community from the optimal value that the community should have for a perfect match between the environment and the functional trait. So for the results, starting with the results, we have that the most important relationship that we found in the plots were a decreasing in the mean value of a specific leaf area and a decreasing of mean value of leaf area, but also an increase in leaf thickness. And the other traits don't present so much variation along the elevation gradient. Also, the variance that we show here is, so remember the higher variance, higher functional diversity. For some traits, like thickness, increase with elevation. Thickness have a really high value in the top of the mountain, and leaf remark content and leaf density present higher values in the middle of the mountain. And for skewness, we have that an skewness value equal to 0 means an optimal phenotype, a perfect match between the current phenotype and the optimal phenotype. But here we have that the values of skewness are far away from 0. It means that can be a mismatch between the phenotype that should be in the communities and the current phenotype. But if we reflect this in a mountain, for example, we have that if we increase in elevation, we have smaller leaves, but thicker. It means they need, or they are investing more carbon for the construction of the tissues, and they conserve more, they are more conservative in the resources. But also, we have higher variance for some traits, like thickness and thickness. It means higher functional diversity. So in these communities, in the top of the mountain, many species with different values of thickness and thickness coexist together. Something that is a little bit against what other studies say. And the same for leaf remark content. Many species with different values of leaf remark content and leaf density coexist together in the middle of the mountain, presenting also high functional diversity. But more interesting is that
all the traits, almost all the traits in the local communities present a mismatch between the current value and the optimal value for the environment and of the local community. So these particular results address us to the next question, that is, this mismatch can be a fingerprint from some climate change. And this mismatch, so why this mismatch? The second question is, what functional trait is presenting more changes along the time in this elevational gradient? And for this, we have this information. In each one of the plots, we also have different census. According with the abundance of the initial census and the final census, we calculated the initial community weighted mean and the final community weighted mean. With these two values, we after that calculate the trait velocity index, which is a rate of change. Is the differences between the final and initial community weighted mean by the time period. So for this, we have that mainly if we have a trait velocity index equal to 0, it means no change. However, we are seeing some changes in the species, in the community traits. In a specific leaf area, for example, thickness and softness, the values of the traits are increasing, are presenting a positive differences, mainly in the top of the mountains, the specific leaf area, and thickness. But on the other hand, other traits, like for example, leaf dry matter content, that is the content of carbon in the leaves, and the thoughtness, that is the structure mainly, are presenting a decreases in the values along the time. So this combination of less carbon and higher area and higher specific leaf area is from the acquisitive strategies. So in time, these plots are presenting a changes in abundance to those species with acquisitive strategies. So the take-home messages is the first one, that conservative strategies is increased with elevation as we expected, but highlight communities present also high diversity that was against to our expectation. And the third main conclusion is that temporary changes in the functional traits are directing more towards acquisitive rather conservative strategies. But the next step to understand this is to understand what is the mechanisms for what these communities are presenting those changes. So it's because of mortality, it's because of biomass mortality, recruitment of some acquisitive species. So this is something that we need to continue studying, and we need to understand more to increase the information in the Andean forest. And this is everything. This is my email if someone wants to send some comment or questions. And this is everything. Oh. Merci, Johanna. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Ben, vas-y, Nelson, pendant qu'on attend d'autres questions, tu peux poser la tienne. Parfait. Thank you very much for your presentation. I was wondering, would eventually these results will be able to inform restoration efforts? Is that the overall context of this this research? Yeah, well, the research is more direct to conservation. However, we are seeing that in these plots, in the mature forest, in the Andean forest, we have more mortality in those species with conservative traits.
it means species with high wood density, species with high SLA. This is results from other studies, but we have seen that the mortality are increasing in those type of species. So this is important, this kind of study, because we can know how the Andean forest is changing and how we can manage this changes. So maybe increasing with the species with higher wood density, with higher SLA, and mainly in the top of the mountain that present higher changes in temperature. Thank you very much. Thank you. Speaking of that, we have a very good related question. Will you be considering climate anomalies or the change in climate variables through time? Yeah, actually this presentation was a little bit cut because of time, but we have results of mortality and the differences in temperature. So the third question of this paper is, what is driving these changes? And we have seen that one of the most important things is the mortality that is driving changes in leaf-dry matter content, and this is very related with differences in temperature. So the difference in temperature is causing higher mortality in some species. Another very interesting question. Highland communities increase in functional diversity. I am assuming this is not so for taxonomy. So how about species? How about the link? Is there a link between functional diversity and species richness? Along the gradient? Well, we haven't tested directly if there is a correlation between functional diversity and taxonomical diversity. Functional diversity in this context means more differences in characteristics and differences in leaf characteristics that coexist together. So in one lowland plot, we can have 300 species or 200 species. In a highlight plot, we can have 99 or 150 species. So we are seeing that there is no a direct correlation between the taxonomical diversity and functional diversity. And what surprised for me, at least, that for some traits, there is higher diversity in the top of the mountain, like thickness and thoughtness. So there is no direct correlation between these two and some traits. Thank you. For now, there's only one more question left. Will you continue to sample functional traits in those plots through time? Oh, well. The correct answer is yes, if you give me money. Yes, I hope if we have money, I'm more than happy to come back to the Andes and measure. It's a lot of work, but as anybody could expect, you didn't show pictures of that, but for some of those plots, Joanna has to travel by horse and then by foot with a whole team of people to be able to measure traits in situ. So yes, we hope to be able to do that again in maybe a few years, see how that how the functional traits have or not change through time. But yeah, it's a lot of work. Yeah, but we hope have more money in the future. J'ai une petite question, Alain. Hello, Joanna. Thank you for this presentation. I have a question for you. In one of your slides, you are talking about the mismatch between actual and optimal trait. Yeah. So how could you measure that the trait optimality? How can you determine that a trait value, let's say, is optimal? Yeah, we assume, like the trait-based ecology assume that the distribution of the traits
if they are like kind of normal, there is a match between the phenotype and the environment if the values of the distribution are more normal. But in this case, we are seeing that the distribution is like that, or like distribution is like that. And this is maybe because of some changes have occurred in the plots about environment, like increases in temperature or something like that. And the current morphology should change a little bit to adapt to these new environments. Okay. So the bias of the distribution start to increase a little bit. However, the change in the traits are not in the same rate that the change in the environment. So that's why we are saying that this can be, this can be understood as a fingerprint of climate change, because maybe the communities are trying to track the climate change, changing the morphology. All right, thank you. Merci, Johanna. Merci pour tout le monde. C'est tout pour la banque de questions. Donc, je ne sais pas si Nelson, Nicolas ou Patrick ou Raed avaient un mot de la fin, mais pour ce qui est des présentations, ça serait terminé, je pense. OK, ben, je vais reprendre la parole. Donc, un grand merci à Alain et aux 3 présentateurs. Puis merci aussi à tous les participants. Donc, je vous rappelle que ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube bientôt, si vous avez envie de le revoir. Et puis, je voulais vous informer aussi du prochain webinaire qui est programmé pour le 17 février prochain à 10 h et qui portera sur la thématique de la future médiation, donc la décontamination des sols et des eaux usées par les plantes. Puis il sera animé par Michel Labrec, qui est botaniste et conservateur au Jardin botanique de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal. Donc, vous aurez 3 présentatrices. Je n'entre pas trop dans le détail. Vous aurez donc les résumés de leur présentation bientôt sur le site web et sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite un grand merci à tous et puis à bientôt, en espérant vous retrouver bientôt en février. Merci à tous.